Bienvenue sur Diversino, le podcast pour les atypiques qui cherchent leur place au travail et qui les invite tout simplement à la prendre. Ici, on parle de neurodiversité afin de partager des trucs et astuces et des bonnes pratiques pour mieux l'intégrer dans les organisations et révéler son plein potentiel. Ce podcast s'adresse à la fois aux principaux concernés et aussi aux professionnels des RH, aux managers qui veulent faire en sorte que tout le monde puisse révéler tous ses talents au travail. Je m'appelle Isabelle Deliège, je suis docteure en sciences sociales et coach certifiée spécialisée dans l'accompagnement des personnalités atypiques. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Diversino. J'ai le plaisir d'enregistrer aujourd'hui en direct du Festival de podcast de Bruxelles, PodBXL, organisé par Michel Godard, qui est aussi le monteur de cette émission. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Devic, qui est business coach, auteur et conférencier. Tu accompagnes, Nico, la croissance professionnelle, personnelle et spirituelle des entrepreneurs. Et pour faire un petit peu de connexion entre nous deux, j'ai eu la chance d'être accompagnée par toi il y a quelques années en tant que business coach avec ta formidable épouse Sandrine. Bienvenue. Exact. Merci pour l'invitation et merci à tous ceux qui nous écoutent, qui sont là dans la salle. Et puis bravo à toi du coup de lancer ce podcast et de faire vivre ce sujet qui est riche pour toi et pour nous tous. Donc bravo. Ah oui, tu sais qu'il me tient à cœur depuis longtemps. Bah ouais, je suis content de t'avoir coaché. Voilà ce qui arrive quand on invite ses anciens coachs et mentors, n'est-ce pas? Mais non, ça me fait très plaisir. Et puis c'est toujours gai de voir justement le parcours, parce que quand on est en train d'avancer dans son trajet entrepreneurial, quand je suis en train d'avancer, je ne vois pas toujours les milestones et les étapes parcourues. Peut-être ça va parler à d'autres. Et de pouvoir revoir des personnes qu'on a vues croiser à différents moments de son parcours, ça aide à réaliser les choses. D'ailleurs, on est en direct du festival de podcast et j'en profite aussi pour dire que l'année passée, j'étais dans le public avec mon projet de podcast dans les valises et je discutais avec tous les podcasteurs. Et toi, tu as un podcast et tout. Je dis, ouais, j'ai un projet. Et ça me fait trop plaisir aujourd'hui d'être là, de l'autre côté du micro et dans ceux qui enregistrent. Bravo à toi. Mais on est là aussi, Nico, pour parler de ton parcours. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert ta propre neuroatypie et comment ça s'entremêle avec ton propre parcours dans l'entrepreneuriat? Ouais, avec grand plaisir. Alors déjà, le mot neuroatypique, je ne suis pas familier avec ce mot-là et c'est vraiment à travers ton invitation que c'est venu résonner en moi. Évidemment, je me suis posé la question, tiens, c'est quoi le neuroatypisme et qu'est-ce que ça signifie pour moi? Est-ce que c'est un mot qui peut être très large? Je me rappelle en tout cas en tant qu'enfant, gamin, j'avais tendance à trouver les autres un peu cons, très gentiment, ils étaient drôles, mais j'avais l'impression de ne pas trouver résonance dans mes besoins d'exploration, de discussion. Donc j'étais toujours attiré par le monde des adultes, oui, avec un contrepoids à ça qui était de vouloir être accepté par les adultes, de pouvoir être entendu. J'étais très frustré des phrases des adultes en mode voilà, les enfants, mangez ailleurs, ou faites ceci, faites cela, nous dérangez pas, mangez pas trop de chips. Allez vous faire foutre, en fait, je suis comme vous. C'est juste que je suis un peu plus jeune. Avec les adultes, ouais, attiré par le monde des adultes et avoir vraiment un besoin de connexion avec quelque chose de vivant, d'intéressant, d'intelligent. J'étais plutôt fort à l'école, j'apprenais vite. Voilà, mais donc je sais pas si j'ai d'ailleurs jamais fait de diagnostic ou quoi, de douance ou de surdoué. J'ai pas envie de me projeter dans cette case-là, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis souvent senti en décalage avec les enfants de mon âge. Et jusqu'à l'adolescence, ça a été quelque chose d'un peu inconfortable, quoi. Et je pense que j'ai mis en place une chouette stratégie de suradaptation. J'ai très vite appris à devenir con, et ça m'a aidé à jouer au con, quoi. Voilà. Donc tu retrouvais à jouer avec de parler de sujets qui t'intéressaient pas trop pour te faire accepter. Ou de m'adapter, en tout cas, de pouvoir parler de tout, de rire aussi et puis voilà. Donc j'ai l'impression en tout cas de m'être suradapté.
Ok. Et ça me sert pas mal aujourd'hui dans mon parcours entrepreneurial et de discussion avec beaucoup de monde. Et je me mets pas non plus dans une catégorie où moi-même je suis intelligent tout le temps. Je dis aussi des conneries, je fais aussi des conneries. Mais c'est là où je me sens un peu différent d'autres personnes parfois. Ouais. Ok, mais du coup, ça fait un temps de réflexion et pour notre public ici et puis pour les auditeurs qui nous écoutent. Mais tiens, est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi, étant enfant, d'avoir plus envie et d'être plus attiré, passer du temps avec les adultes qu'avec les enfants, voire de trouver que les discussions avec les enfants, c'était finalement moyennement intéressant? À nouveau, notre audience, si vous êtes d'accord, passez C'est mitigé. Carton vert et rouge, sinon, oui, c'est plus mitigé. En effet, c'est une des caractéristiques des personnes à haut potentiel qu'on utilise pour identifier chez les enfants. Je dis ça, je dis rien. Ouais, voilà. Alors, et pour ton parcours entrepreneurial, peut-être tu peux nous expliquer comment tu en es venu à ce rôle qui est le tien aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Donc j'ai eu d'abord un parcours assez classique de faire des bonnes études. Donc j'ai fait des études d'ingénieur pour atterrir dans le monde de la consultance dans les grosses boîtes pharmaceutiques. Je suis devenu expert en poches en plastique, un peu malgré moi. Okay. Donc j'ai fait une crise de la trentaine en me disant mais non, c'est pas possible, je peux pas vivre ma vie à faire des poches en plastique pour mettre du vaccin, c'est juste pas possible. Et donc j'ai pété vraiment un câble à ce moment-là en me disant bah tiens, si je passais à autre chose, si je virais mon patron. D'ailleurs, j'ai écrit un livre plus tard dont le titre qui a été choisi par l'éditeur est Comment j'ai viré mon patron. C'était au départ le titre d'un de mes chapitres, mais ils en ont fait le titre du livre. Je vous recommande. Et là, c'est marrant parce que récemment, là, depuis 3 mois, je suis maintenant patron d'une entreprise qui s'appelle Victoria. Donc pour le Benelux, c'est une entreprise qui organise des ventes à domicile de bijoux qui existe depuis 30 ans et donc avec un réseau de distributrices de plus de 2000 femmes. Donc des femmes qui sont entrepreneuses. Et je vis cette mission-là comme un entrepreneur aussi parce que c'est une mission d'indépendant au sein de cette structure. Mais donc, ça me questionne du coup sur quelle relation moi j'ai envie d'avoir avec l'équipe que je dirige pour rester vraiment proche de mes valeurs et surtout pas tomber dans le piège dans lequel moi j'étais tombé en tant qu'employé à l'époque. Donc voilà, ça me permet de se faire ce chemin-là. Et puis à côté de ça, on a, avec mon épouse, travaillé depuis 15 ans ensemble et monté un mastermind, donc un groupe d'entrepreneurs de réflexion, de travail sur la stratégie, sur le business, mais aussi sur la psychologie et la spiritualité, qui s'appelle le Cercle Impact. Et ça fait 7 ans qu'on accompagne des super personnes, toutes complètement barrées ou neuroatypiques, c'est selon... des entrepreneurs en tout cas atypiques, qu'on accompagne tous les trimestres dans la nature à vivre des expériences d'intériorité profonde au service de leur business, quoi. Oui, et tu parlais du terme neuroatypie. En fait, on ne l'a pas défini, on en parle depuis un moment. En fait, moi, je dirais tout simplement que c'est une manière différente des autres d'être câblé au niveau neuronal, au niveau du cerveau, mais celui qui a entre les 2 oreilles, mais pas que, aussi au niveau de la manière dont on ressent les choses, les émotions, dans le reste du corps, au niveau viscéral, et une autre manière de percevoir et de ressentir le monde, en fait. Exactement, ouais. Et où on a un grand sentiment souvent de décalage ou d'étrangeté, dont notre précédente invitée a déjà parlé et dont tu parles. Oui, je me reconnaissais vraiment aussi dans ce qu'elle décrivait par rapport à ce mot un peu large aussi, qui est l'empathie, qui est de pas spécialement dire tiens, je veux être en lien avec tout le monde, mais de très très fort ressentir ce que les autres pensent et ressentent. Et ça, c'est quelque chose que je capte très très vite, voire trop vite. Du coup, ça m'arrive souvent de dire aux gens comment ça va, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc voilà, je sens directement comment les gens se sentent. Et ça, tu le vois comme quelque chose de positif ou parfois un petit peu dérangeant, ou les deux? Ouais, ça peut être les deux. Je pense qu'avec les années, j'ai appris à pas être systématiquement en train de demander aux gens qu'est-ce qui se passe pour eux. Aussi laisser les gens respirer. Tout le monde a le droit à vivre ses émotions. Par contre, je pense que c'est quelque chose d'utile pour être assez rapidement en lien et ne pas passer à côté de quelqu'un qui dit quelque chose et qui ressent ou pense autre chose. Ça permet d'aller beaucoup plus vite en profondeur pour aller soit crever un abcès, soit libérer l'émotion d'une personne aussi qui ne s'autorise pas à s'exprimer, quoi. Ouais, un super détecteur d'alignement ou de non-alignement chez les entrepreneurs que tu accompagnes, peut-être aussi chez les clients ou les membres de ton comité de direction. Ouais, c'est ça. Quand il y a du bullshit, je le sais vite, quoi. Ouais. Une petite tendance à mettre les pieds dans le plat de temps en temps? Oui, Moi, oui. je l'ai. Ouais, les pieds dans le plat, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le nez dans le caca, comme on dit. Ok. Alors,
comment est-ce que tu penses que cette manière différente que tu as de ressentir et d'appréhender le monde a pu influencer ta vision du travail, ta manière de travailler, de manager et de faire du business ? Alors, d'être passé par des très grosses entreprises où les systèmes demandent parfois de mettre vraiment les émotions de côté, en tout cas dans la manière dont ça fonctionne, dans des énormes boîtes pharma, par exemple, j'ai travaillé pour, je ne vais pas les nommer ici, mais on les connaît, hein, les grosses boîtes pharma belges. Et dans ces entreprises-là, il y a très peu de place à l'émotionnel parce qu'il y a énormément de process à mettre en place, il y a la qualité des produits qu'il faut assurer, il y a toute la chaîne de production qui doit tourner, donc très très peu de place aux émotions. Et moi, j'ai vraiment développé une allergie aux grosses boîtes pendant maintenant 10-15 ans, où j'ai été explorer le contraire total, qui est vraiment de mettre l'humain, l'émotionnel, ce qu'il y a dans les tripes, vraiment au cœur de ce qu'on fait avec Sandrine. Et aujourd'hui, revenir vers le monde des entreprises, mais chargé de ça, ça me permet, j'ai l'impression comme d'aller réparer 2-3 choses. Alors, on ne va pas changer le monde tout seul, mais il y a une volonté, en tout cas dans l'équipe que je dirige maintenant, c'est une petite équipe, on est 20, c'est de vraiment faire de la place à ça. Donc, j'ai organisé un premier team building où je leur ai fait tirer des cartes d'animaux totems et on a parlé, tout le monde s'est mis à pleurer, c'était très drôle. Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, ils étaient complètement fous. Je dis, OK, mais on va faire un peu de la place à autre chose que juste les trucs de révision trimestrielle, de résultats, de machin, voilà, faire de la place aux émotions. Tu parlais d'allergie aux grosses boîtes. Est-ce que tu peux, si on revient un petit peu en arrière, à l'époque où tu y étais dans ce genre de structure, nous expliquer ce que ça a produit sur toi et chez toi ? Il y a plusieurs axes par rapport à ça. Il y a eu un événement plutôt interpersonnel qui m'a vraiment profondément impacté. Donc, une des managers d'une des entreprises pour laquelle je bossais, qui était dans un schéma de manipulation malsaine à mon égard, mais aussi envers d'autres personnes. Et j'ai trouvé ça insupportable. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'avait profondément atteint. Bon, je suis parvenu à la faire virer, mais donc, si elle s'entend, elle va peut-être se reconnaître. Mais n'empêche que c'était insupportable pour moi que ça puisse exister, qu'on laisse des personnes toxiques œuvrer pendant des mois, des années, sans mettre ça de côté. Donc ça, c'est quelque chose où je me dis, tiens, ça arrive trop souvent dans les grosses boîtes. Oui. Et puis, il y a aussi vraiment je me démenais avec un état d'esprit déjà entrepreneurial à l'époque. Je me rappelle avoir été vers mon patron de l'époque en lui disant tiens, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de faire plus du commercial, j'ai envie de me former, j'ai envie de faire 2 années à Solvay en management. Enfin, je venais vraiment avec plein d'idées. Et il m'a dit non, c'est trop cher, on n'a pas le budget. Je dis OK. Je suis revenu le lendemain en disant voilà, j'ai trouvé un truc, je vais le financer moi-même. Et vous allez m'augmenter dans 2 ans quand j'aurai le truc. Et entre-temps, je vais faire plein de business, vous allez gagner des centaines de milliers d'euros en plus. Et il a regardé, il a rigolé en disant Nicolas, we are managing you, you are not managing this company. Et je dis merde, il a raison, j'ai rien, je peux pas être créatif ici. Donc je lui ai donné ma démission le lendemain et c'est ça qui a donné lieu à comment j'ai viré mon patron. C'est vraiment de me dire mais en fait vous n'êtes pas à la hauteur de mes besoins, donc je m'en vais quoi. T'étais trop proactif pour eux. Excellent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans malheureusement et parfois il faut un peu avoir la niaque de se dire voilà, qu'est-ce que je tolère encore, qu'est-ce que je tolère et comment est-ce que je peux reprendre les choses en main. Oui, reprendre sa souveraineté et se dire qu'en fait, on est la personne la plus importante de sa vie. Ouais, super important, évidemment. Un autre point que tu viens de mentionner, je trouve que ça vaut la peine de le souligner, parce que ça arrive quand même assez souvent que les personnes neuroatypiques soient des proies de choix pour les personnes qui sont plutôt à tendance manipulation, parce qu'il y a un côté brillant, il y a un côté enjoué, hyper empathique, et puis souvent elles veulent sauver le monde et amener plein de révolutions et de bonnes idées. Et elles se retrouvent alors la proie de ces personnes qui vont leur pomper leur énergie et c'est assez difficile d'en sortir indemne. Ouais, c'est très très vrai ce que tu dis. Donc c'est bon à savoir et la plupart du temps, je suis désolée, là tu as réussi à la faire virer, la personne. Je dirais chapeau, mais souvent la meilleure solution en fait c'est de couper le contact en effet. Ouais, tout à fait. Pour sortir de là sans y laisser trop de plumes. Prenez soin de vous. Alors, je vais essayer de te demander en quoi tu trouves que ta singularité est une force et un atout pour toi et ton business. Et il peut y avoir plusieurs réponses, bien sûr. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. Peut-être il y a quelques années, moins. Je pense que j'ai marqué un tournant vraiment quand on a fait un tour du monde en famille. J'avais lancé une entreprise sur Internet avec cette idée aussi de pouvoir être vraiment libre géographiquement, libre de mon temps, avec ma femme, mes enfants. Et on a fait ce tour du monde. Et j'ai eu un gros craquage en arrivant à Bali. Donc on préparait ce voyage depuis des mois. Et on est vraiment parti en mode freestyle en se disant, voilà, c'est l'aventure. Donc on réserve 2 nuits.
et un billet d'avion, et puis on part et on verra bien pour 1 an. Et ma neurologie n'a pas suivi. Donc j'ai vraiment, le terme péter un câble là était vraiment approprié. J'ai fait un espèce de burn-out de voyage et d'aventurier, quoi. Et je me suis senti vraiment aller dans le 36e dessous en me disant, mais en fait, je suis pas capable d'être aussi proche de mes angoisses et de mon stress, parce que j'ai toujours voulu dépasser mes peurs. J'espère que je m'écarte pas trop de la question initiale. C'est pas grave, vas-y, mais en tout cas, ça va m'amener vers la réponse, je pense. Où là, j'ai compris là-bas qu'il fallait que j'apprenne à me foutre la paix aussi, et à pas toujours vouloir dépasser toutes mes peurs, vouloir réaliser tous les rêves dans la douleur et dans la souffrance, en me disant voilà, j'ai peur mais je le fais quand même, parce que j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Okay. Et c'est quelque chose qui a été un peu difficile à vivre, où je suis profondément angoissé en fait. Okay. Et là, depuis ce voyage, donc c'était juste avant le Covid, j'ai vraiment marqué là-bas cette intention pour moi de dire foutons un peu la paix, la vie est belle, profite de l'instant présent, profite de ta femme, de tes enfants, c'est déjà génial tout ce qu'on fait, il n'y a pas besoin d'en faire toujours plus. Oui. Et là, j'ai fait ce virage-là, et aujourd'hui, du coup, j'utilise ce que moi je pense être une forme d'intelligence peut-être plus holistique, donc cérébrale, mais aussi une intelligence fort connectée à mon corps, à mes ressentis, à mon intuition, et une forme d'hypersensibilité aussi. Donc on parlait d'empathie, mais aussi de tout le temps de ressentir les choses très très fort, plus. Et aujourd'hui, je mets ça au service de choses plus simples, en me disant comment est-ce que je peux être un super coach, comment est-ce que je peux être un bon manager pour mon équipe, qu'est-ce que je peux être un super papa, être un chouette mari pour ma femme, et de vouloir moins peut-être changer le monde en entier, mais juste déjà faire ma part à mon niveau, c'est déjà très bien, quoi. Et pour revenir sur l'événement au début de ton voyage, tu veux dire que toi, tu as ressenti le fait de te lancer en voyage comme ça avec ta famille tout en faisant ton business en ligne, que c'était pour toi dépasser tes peurs, vraiment aller au plus loin, et que c'était peut-être un peu trop exigeant pour toi? Y a une phrase de Jung qui me parle bien, qui dit l'angoisse c'est le vertige de la liberté. Et je pense que là on s'est mis tellement de liberté que moi je l'ai vécu comme un vertige énorme en me disant maintenant on doit faire l'école aux enfants, on doit continuer à faire tourner notre business en ligne, on est au bout du monde, il n'y a plus nos parents pour nous aider, en plus on est parti, on n'avait pas grand chose sur les comptes en banque, donc c'était vraiment en mode on verra bien, quoi. Et j'ai cru que j'étais prêt à vivre ça pleinement, et en fait j'étais face à mes propres limites à ce moment-là, de me dire en fait je suis quelqu'un de très sensible, très, très angoissé, et je dois aussi respecter ça, et pas tout le temps penser que je suis un warrior, peur de rien, quoi. Ok, non, mais ça me parle vachement, ce que tu partages là. Et je dirais même que ça fait écho à 2 phases de ma vie à moi, pour partager quelque chose de mon vécu. D'une part, quand j'étais dans mon premier travail, c'était d'être chercheuse, en fait. Et donc, j'avais un sujet de recherche, une bourse de recherche pendant 4 ans. Et après, je dis, on doit arriver à quelle heure au bureau ? Tout le monde s'en fout. Il faut faire quand les premières échéances? Tu sais, tu as le temps. Et donc, c'était aussi un cadre pour une première expérience professionnelle à 20 ans, assez lâche, en fait. Et à un moment, moi, je crois que je balisais aussi, en fait. Je n'arrivais pas à tout m'autostructurer. À ce moment-là, je trouvais que c'était quand même assez flippant, en fait, de devoir être à ce point libre. Et un deuxième moment dans ma vie où j'ai ressenti ça, c'est quand j'ai lâché mon gros client en interim management et en consultance, et où je me suis dit, allez, vas-y maintenant, développe ton business de cœur, comme tu nous avais appris à l'appeler. J'étais là, wow, totale liberté, et en même temps, je vois que ça peut être angoissant, parce que ça veut dire pour moi que je suis la seule responsable de mon cadre. Je m'entoure, je vois des gens, je prends des accompagnements, je mets des choses en place qui m'aident à me structurer. Mais à un moment, je ressens tout à fait ce que tu dis, que cette liberté, elle est quelque part flippante, où moi, je me suis dit, mais je suis là, confrontée en plein à toutes les directions explosives dans lesquelles mon cerveau m'emmène. C'est ça, quand tout est possible, ça amène un espace incroyable dans lequel on peut se sentir un peu face au vide aussi, dans le vertige. Perdu. Et je crois qu'on doit tous, et peut-être encore plus ceux qui sont dans cette neuroatypie, c'est de se dire comment est-ce que je fais la balance entre mon besoin de sécurité et mon besoin de liberté pour poser un cadre dans lequel je peux me sentir bien, me sentir épanoui sans être en flip total. Et ça, c'est un travail que chacun doit faire pour soi, quoi. Exact, de prendre compte aussi de ce besoin de... Et dans l'entrepreneuriat, c'est encore plus vrai, parce qu'on a tous besoin de liberté d'expression, mais on a aussi besoin d'un cadre de sécurité qui nous permet d'évoluer
sans avoir en permanence peur de se cracher. Donc, oui, non, c'est super fondamental. Moi, j'ai travaillé ça en constellation holistique avec les différentes parties de moi, et c'est vrai que la sécurité venait pointer le bout de son doigt. Sans blague. On n'est pas obligé toujours de lui rabattre le caquet. Mais tiens, du coup, est-ce que ça vous parle, vous, ce côté vertigineux de la liberté ? Est-ce qu'il y en a des cartons verts autour de nous et dans nos auditeurs ? Oui, un petit peu, mais pas tous. Oui, quand même une majorité. De verre, il y a quand même beaucoup de verts. On a une petite communauté des vertigineux de la liberté. C'est sympa. Alors, on a parlé des challenges que ça peut nous poser, mais est-ce qu'il y a d'autres challenges que tu as vus que ta manière de fonctionner, différente des autres, te pose dans ta vie d'entrepreneur, et comment tu y fais face ? Il y a un challenge qui est venu assez vite. C'est beaucoup de gens qui me renvoyaient le fait que j'étais limite chiant à savoir tout faire. Donc, je crois que je te l'ai dit, ça. Ah ouais, non, mais ça, c'est vraiment pénible parce que moi, j'arrive à une soirée, s'il y a un piano, je vais me mettre au piano, puis à côté, il y a une guitare, puis je me mets à chanter. Et à un moment, les gens ils font « Putain, tu joues au piano, tu joues à la guitare, tu chantes bien, t'es drôle, c'est quoi le truc ? T'es chiant. » Ouais. Et ça, mais donc du coup, maintenant, ma femme m'avait dit un truc bien. Elle m'a dit, quand tu arrives dans un endroit, sors pas toutes tes cartes tout de suite. Donc, vas-y petit à petit, en fonction de qui est là. Donc voilà, ça, j'ai appris à gérer aussi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. Presque, arrête d'en faire trop, parce que comme tu fais tout mieux que tout le monde, c'est énervant. Et c'est marrant parce que maintenant je vois ça chez mes enfants, donc ils sont en train de faire pareil, mais différemment. Il y a le petit Édouard, lui c'est un hyperactif, hyper sociable, il parle à tout le monde, il va dans des lieux avec des adultes, donc je vois le petit garçon que j'étais qui aimait parler à tout le monde. Et puis Charles, lui, il est beaucoup plus discret, mais par contre, c'est aussi piano, guitare, chant, informatique. Dès qu'il touche un truc au golf, en 2 ans, il est devenu le meilleur joueur du club. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté touche à tout et tout bien faire qui peut agacer. Et tout réussi. Oui, c'est vrai que ça me fait penser à l'épisode qu'on a enregistré avec Fabrice Michaud sur le fait qu'être haut potentiel, c'est pas qu'une question de QI, et il en parle en fait très très bien. Je vous invite à aller écouter. C'est la manière, il parlait dont les femmes HPI, il dit qu'elles font bouger la crête des coqs dans les entreprises autrement, mais on se rend pas toujours compte de l'effet qu'on produit quand on dit « Ah mais oui, mais on va réviser les process, on a atteint ses objectifs, et puis on dit en même temps je suis aussi responsable du comité des parents, et puis je lance un petit business sur le côté, et c'est juste naturel. Et en fait les gens en face de nous, ils se comparent et ils se disent mais enfin comment est-ce que il ou elle fait tout ça, et puis potentiellement la comparaison n'est pas flatteuse, mais du coup ça peut se retourner vraiment contre la personne parce qu'on n'a pas envie de la soutenir en fait, et on va peut-être plutôt la flinguer à l'occasion parce que c'est trop insupportable en fait d'être à côté de quelqu'un qui brille autant. À mon mariage, le discours de mon meilleur pote, Michael, il a dit « T'es le seul pote à qui j'ai toujours eu envie de mettre un poing dans la gueule. » Voilà, ça m'est resté comme un mantra. Donc il faut apprendre à doser. Voilà. Ne dites pas tout. Parfois, il faut peut-être enlever des lignes sur le CV ou doser ce qu'on dit à qui. Un petit côté caméléon et montrer les facettes aux personnes. Oui, en même temps, sans s'éteindre ou se diminuer. Ouais. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, j'ai pas envie de trop me mettre en avant, sinon je vais prendre ça dans la figure, donc je me cache. Non, il y a des talents, ils sont chouettes à exploiter. Donc, c'est juste une question de dosage et de circonstances, quoi. C'est tout un travail d'assumer sa brillance, oser briller, mais en même temps éviter de se prendre trop de tarte quand même au final. Ou bien voir avec qui on ose faire ça. Ça, c'est peut-être aussi un élément de voir de qui je suis entourée, et en fonction de mon entourage, comment je me comporte. Et apprendre à se laisser un peu tranquille de temps en temps aussi. C'est aussi OK de temps en temps de se taper devant Netflix et se dire que voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça s'apprend aussi. C'est ça, on n'est pas obligé tous les soirs de faire un cours de yoga en ligne, un webinaire, ou de faire des lectures. J'ai une cliente récemment qui m'a dit « Ouais, j'ai suivi 40 formations ces 2 dernières années, mais j'ai la tête tellement pleine que je ne sais même plus ce que je vais faire. » Je dis « Oui, de temps en temps, il faut laisser l'esprit s'aérer aussi et laisser décanter tout ce qu'on a envie de faire. » Oui, et pour ça, souvent revenir dans le corps avec une pratique soit plutôt intense,
des arts martiaux, des sports à haute intensité, ou bien quelque chose de plutôt calme en mode sophro, yoga ou méditation. Enfin, prenez ce qui vous parle, mais ça peut vraiment aider à justement calmer ce mental en ébullition, parce que j'avais encore une cliente hier qui me disait, mais en fait, j'ai l'impression que je trouve pas le bouton stop, quoi. Même quand je dors, je suis pas reposée, j'ai l'impression que mon cerveau, il s'arrête jamais. Ben, ça fait une petite question, tiens, est-ce que ça vous arrive parfois de vous dire j'aimerais bien trouver le bouton stop de mon cerveau, les petits cartons, mais encore des cartons verts. Je vous promets, c'était pas une séance de psychanalyse en direct, hein. Je décline toute responsabilité, c'était juste parce que Michel m'a dit fais de l'interactivité, Isabelle. Non, mais merci beaucoup à tout le monde de partager. Alors, quel truc et astuce tu as pu mettre en place pour t'aider? Je t'ai pas encore demandé ça. Non. Il y a un premier... en fait, là, c'est vraiment récent, mais je suis complètement dingue de jardinage, là, en ce moment. Ok. Ça me vide l'esprit, c'est incroyable. Je suis vraiment les pieds et les mains dans la terre à planter des trucs, à retourner, à rendre ça beau. Voilà, ça me donne un projet très global dans lequel je m'amuse beaucoup, à côté de tout le boulot que je fais, évidemment. Et deux autres fans de jardin voilà, dans l'assistance. Après, moi, c'est la musique. Donc, je joue beaucoup de musique. Et là, j'ai la joie de pouvoir jouer en plus avec mes gamins qui se sont mis aussi aux instruments. Donc, on est tout le temps en train de faire de la musique. Ça, c'est vraiment cool. Et sinon, dans des pratiques peut-être un peu plus introspectives, pendant le voyage, je suis vraiment plongé profondément dans les pratiques de yoga et de méditation. Évidemment, c'est plus facile de méditer à Bali face à la jungle que dans sa chambre à Bruxelles. Bon, voilà. Quoique, hein, on peut voyager avec sa tête, j'en suis d'accord. Mais j'ai tendance à être vite distrait. Je ne peux pas dire que je suis un pratiquant de la méditation très assidu. J'ai des phases, quoi. Où je sais que ça me fait du bien et je sais que ça me nourrit. Le sport, évidemment. Et puis... sinon, moi, alors là, c'est un sujet un peu plus délicat, mais j'aime explorer les médecines chamaniques qui sont pour moi un très très beau moyen déjà d'explorer. Je suis un aventurier de la vie, donc voilà, que ce soit des psychédéliques ou simplement des médecines comme le cacao qui est très très soft, hein, ou le tabac en jus, etc. Mais voilà, qui sont des médecines qui sont introspectives et qui permettent de trouver parfois un peu le bouton off, ou en tout cas à jouer avec le curseur en disant tiens, est-ce que je peux encore plus revenir dans l'être plutôt que dans le faire, plus dans le cœur que dans la tête. Et moi, j'aime explorer ces médecines qui existent depuis des millénaires et qui sont très révélatrices. Voilà. Et oserais-je te dire que la connexion à l'invisible, c'est aussi une caractéristique qu'on retrouve fréquemment chez les personnes qui sont à haut potentiel. Et là, on s'est fait un dôme dans le jardin, un dôme géodésique dans le fond du jardin, à côté d'un petit étang. Et c'est comme une bulle de paix totale. Donc, on a fait notre petit monde de Bali à nous dans le fond du jardin. Et ça, c'est un espace où, même si c'est pas pour faire une méditation de manière ultra posée, etc., juste aller se poser là. Et voilà, j'aime bien me tirer des cartes aussi. J'adore jouer avec des oracles d'animaux. J'adore jouer avec le tarot de Marseille. Juste aller explorer les choses plus intuitives, quoi. Oui, une manière de se connecter à son intuition pour beaucoup de monde, de tirer ses cartes. Je ne sais pas si tu l'utilises dans un sens pour prédire l'avenir ou plutôt pour... Non, plutôt pour amener des grilles de lecture à ce que je vis et penser autrement sur une situation plutôt. Ouais. Y en a qui aiment aussi utiliser les cartes pour jouer à ça, tiens, voilà. Quelques praticiens dans l'audience, mais pas tant que ça, un petit peu, quelques-uns. Non, on n'en est pas sponsorisé par l'un ou l'autre jeu. Pas encore. De toute façon, je ne sais pas si celui qui a créé le tarot de Marseille est encore là pour prendre les royalties. À mon avis, il est parti. C'est vrai qu'il y en a beaucoup maintenant. Et qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans le monde professionnel, Nicolas, pour justement mieux intégrer ces personnes qui, comme toi, comme moi, comme plein d'autres gens, ne fonctionnent pas exactement dans la norme? J'ai envie de donner une réponse, mais elle est un peu cucu. Mais c'est vraiment, vas-y, on prend tout. C'est vraiment mettre... le mot qui me vient, c'est l'amour. Alors, c'est un très grand mot, mais ça manque d'amour quoi, dans les entreprises telles que je les vois aujourd'hui. Et quand je pense amour, c'est pas l'amour charnel, c'est pas l'amour sentimental, c'est juste aimer les gens et s'aimer soi. Et donc, le travail de l'amour de soi est quelque chose que j'ai beaucoup exploré dans les activités de coaching et de tout ce qu'on fait avec Sandrine. Dans les organisations, dès qu'on parle de ça, déjà, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment durs avec eux-mêmes, qui n'ont pas ça dans leur paysage mental, c'est-à-dire je pourrais me donner plus d'amour. Ça n'existe même pas. Avec quoi il vient? Il a 3 fumées de cacao. Le monde du développement personnel n'est pas présent dans la plupart des cas, peu de place aux émotions.
Et l'amour amène des émotions aussi, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Et c'est vraiment... Et là, je vois chez Victoria, avec ce réseau de milliers de femmes qui travaillent, je vois à quel point ça manque parfois de respect mutuel, de sororité presque, d'être vraiment en communauté, de s'entraider. Il y a beaucoup d'ego, beaucoup de batailles individuelles qui sont un peu dommages et ça manque un peu de love, quoi. Voilà. Et concrètement, si on voulait suivre ton conseil et mettre plus d'amour et de sororité au sein des entreprises, ça pourrait prendre quelle forme pratico-pratique? Je crois qu'on pourrait faire déjà quelque chose de très très simple, c'est d'ouvrir des cercles de parole un peu cadrés. C'est pas très compliqué à mettre en place. On n'est pas obligé de mettre une bougie aux cendres et de chanter des hymnes dans les organisations. Par contre, juste déjà, c'est quoi un cercle de parole? C'est un cercle avec des gens. Il y en a un qui parle et les autres qui écoutent. Et on pose un cadre avec un timing qui fait que les gens vraiment peuvent donner leur attention à quelqu'un et exprimer pleinement ce qu'ils ont sur le cœur. Et donc déjà, juste ce processus-là, moi je l'ai mis en place en version petite avec mon équipe. Et je vois que les choses évoluent. On ouvre nos réunions avec un petit cercle de gratitude. Au début, ils se foutaient de ma gueule. Aujourd'hui, ils partagent quand même des choses. Tiens, je suis reconnaissant de telle chose ou merci ça. Et je vois qu'au fur et à mesure, les cœurs s'ouvrent. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place facilement dans les boîtes. Et qui pourrait faire beaucoup de bien. Mais ça, on a besoin d'oser, quoi. Oui. Et puis, on peut commencer vraiment super mollo. Moi, j'avoue que même dans les boîtes de pros de la finance, les spécialistes et les fiscalistes, on avait juste commencé les réunions par un petit moment d'inclusion, comme on dit, avec une météo interne. Et un des trucs qui me fait super plaisir, c'est que j'ai recroisé un partenaire quelques années après à Amsterdam. Il me dit « Isabelle, on fait toujours la météo interne en hommage à toi. » Je suis là, écoute, dans le monde des fiscalistes, c'est magnifique. Ouais, c'est super bien. C'est super bien. Et aussi autoriser à aller au-delà de pour moi, c'est un petit nuage qui passe ou moi, c'est le gros orage. C'est déjà bien. Hein. C'est une bonne première étape. Mais pouvoir vraiment déposer ce qui ne va pas, ce dont on a besoin de libérer, ça, c'est encore un next step. Exact. Et je pense on peut faire de la place à ça, quoi. Oui, et c'est peut-être un des challenges aussi, c'est de prendre les gens où ils sont et de voir c'est quoi le prochain pas accessible, évidemment, en fonction de la situation. Mais pour les personnes qui aiment aller jusqu'à la moelle et au cœur du problème, comme moi, c'est vrai qu'arriver à peut-être prendre une respiration, faire un pas en arrière, regarder là où en est l'organisation, l'équipe qu'on accompagne et dire qu'est-ce qui est accessible pour eux. Moi, je sais ce que ce serait la Rolls-Royce, c'est ce qu'ils sont en mesure, mais qu'est-ce qu'ils sont en mesure d'accepter? C'est quand même un pas utile pour pas se prendre toute la résistance contre soi. Ouais. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est de faire des expériences un peu plus disruptives. Par exemple, j'ai donné une conférence dans une grosse banque belge. Il y avait 300 personnes, je pense, ou 500, ouais, c'était ça. Et je les ai tous mis pieds nus. Alors déjà, des banquiers qu'on demande à enlever vos godasses et si vous puez des pieds, personne ne saura que c'est vous parce que vous êtes 500 dans la salle. C'était déjà une étape. Et alors, je les ai mis 2 par 2 face à face, à se regarder dans les yeux avec une musique de Moby, un peu un truc qui prend bien dans les tripes et le cœur. Et juste se plonger dans le regard d'un de leurs collègues pieds nus et toute la salle pleurait. Et il s'est passé un truc. Alors, il y en a qui sont venus me dire n'importe quoi, on ne fait pas ça dans les entreprises. Et puis d'autres qui vont me dire merci, c'est la première fois que je vois qu'il y a de l'humain et de l'amour dans cette boîte. Donc, c'est vraiment intéressant d'oser parfois créer des schémas qui disruptent complètement et qui amènent autre chose que de la discussion cérébrale, quoi. Super, merci de nous partager toutes ces expériences que tu as déjà eu l'occasion de mettre en place. Et le dernier point, c'est quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs, futurs entrepreneurs, pour réussir leur entreprise? C'est d'assumer vraiment pleinement qui ils sont, de s'aimer comme ils sont. Peut-être pas de se dire, tiens, je vois telle personne sur Internet qui a l'air de penser, faire comme ça, je vais faire comme elle. Les gens qui se copient les uns les autres, ça donne vite. Et alors en plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle, on dit tous les mêmes trucs de la même manière, avec les mêmes emojis et les mêmes structures de phrases. Donc, arrêtons, quoi. Je crois que c'est peut-être ça l'invitation du neuroatypisme, c'est de se dire, on est tous un peu atypiques à notre manière. Et au plus on est soi, au plus ça marche. En tout cas, dans le business, moi, je vois les clients que j'ai accompagnés, plus ils sont ancrés, au plus ils sont eux-mêmes, au mieux ça marche. Ceux qui essayent d'être quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus laborieux. Donc, ce serait ça mon conseil. Super, soyez vous-même, les autres places sont déjà prises. Voilà, ça a déjà été dit mieux que moi, mais c'est ça. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi et bravo. À bientôt. Fini. Merci d'avoir écouté Diversino. Si vous voulez m'aider à le faire voyager, vous pouvez me laisser un avis, un commentaire ou le partager avec une personne que ça pourrait intéresser. Je serai super heureuse de lire vos feedbacks et vos avis.